Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mardi pour votre résumé autour de l'actualité du développement. Et d'ailleurs, on se rapproche inexorablement du numéro 200 car aujourd'hui on est déjà au numéro 198. Et bon, comme je vous l'avais déjà dit, ne vous attendez pas non plus à une révolution. Mais en attendant, deux petites infos. La première, c'est qu'en plus de cette vidéo, on va se retrouver une deuxième fois aujourd'hui. Alors normalement, ce sera pour un live à 12h30 avec Alexandre de chez BAM, et il va venir nous présenter Flashlight, qui est tout simplement un outil pour donner un score de performance à vos applis mobiles. Finalement, c'est un peu comme Lighthouse qui existe sur le web. Alors je vous ai mis le lien vers la vidéo dans le petit i, histoire que vous puissiez activer la notification. Et sinon, l'autre info, c'est tout simplement le programme du jour où on verra que quelqu'un fait payer des API pour Bard, ou encore que les Googlers se moquent de l'utilisation du mot IA à outrance, et enfin, on regardera l'étude de Talent.io sur les salaires des développeurs. Donc si vous le voulez bien, on embarque tout de suite pour ce nouveau Dev Café. Pour commencer, je vous évoque rapidement deux infos autour d'Apple. La première, c'est que l'App Store et plusieurs autres services dans le cloud n'ont plus fonctionné pendant quelques minutes hier soir, et dans la mesure où ce type d'incident se multiplie ces derniers temps, c'est assez suspect, d'autant qu'il n'y a pas eu d'augmentation flagrante des abonnés, dit de nouvelles fonctionnalités. Et l'autre info sur Apple, c'est qu'une deuxième release candidate pour iOS 16.5 est disponible. Alors je vous avais indiqué qu'il était prévu que la version stable, elle devait sortir cette semaine. On verra donc si finalement les résultats de cette release candidate ils sont satisfaisants ou pas. Et voilà, on referme déjà ces infos autour d'Apple et je voulais poursuivre en vous demandant de faire très attention. En effet, ce week-end, je suis tombé sur un site qui m'a laissé dans un premier temps penser qu'il était tout à fait légitime parce qu'il a une adresse en bardapi.dev et dans la mesure où Google s'occupe des extensions en .dev, ça ne m'a absolument pas choqué, d'autant qu'on retrouve en plus le logo officiel dessus. Donc tout simplement, j'ai cru que c'était un site officiel de Google. Et l'idée de ce site, c'est de vous fournir une API pour appeler le chatbot que l'on retrouve normalement dans le moteur de recherche. Mais très vite, vous êtes limité à 20 requêtes et il faut ensuite passer à la caisse, et plus précisément, il faut payer 9$ pour 100 requêtes alors que Google n'a absolument pas communiqué là-dessus. Mais en regardant bien le whois de ce nom de domaine, ce n'est absolument pas un site de Google. Et même en y regardant de plus près, ce site il vient tout simplement parser les réponses du chatbot et se faire donc de l'argent par-dessus. Donc déjà, la légalité de la chose, ça me semble ultra limite, et en plus, ça utilise le nom et le logo officiel, et sachant que Google, généralement, ils ont plutôt tendance à copyrighter tout ce qu'ils voient, ça me semble très très limite. Donc mon conseil du jour, c'est de ne surtout pas dépenser un copec sur ce site, qui d'une certaine manière se fait de l'argent sur le dos de Google, et ce qui m'étonne encore plus, c'est que Product Hunt le laisse autant en avant, parce que dimanche, il était deuxième des votes. Et tiens, à évoquer Bard et Google, j'aime bien vous relater les articles sur les ragots, et en l'occurrence, on n'est pas les seuls à avoir noté le nombre impressionnant d'emplois du mot AI, parce qu'en interne, les annonces ont particulièrement été bien reçues, à tel point qu'il y a eu aussi quelques petites blagues autour de ça. Certains ont par exemple dit qu'à chaque fois que quelqu'un sur scène utilisait le terme, l'action elle montait en même temps, parce que je sais pas si vous avez vu, mais pendant la Google I.O., l'action elle a connu une belle remontada. D'autres employés se sont amusés à reprendre la musique All McDonald, mais je vous laisserai aller l'écouter parce que sinon je vais me prendre un petit strike au cas où je l'ai mis dans le petit i. Mais en gros, c'est une comptine pour les enfants et ils ont remplacé les paroles par du AI I.O. Donc voilà, je vous laisserai aller écouter et vous remplacerez, vous verrez, c'est assez marrant. Et enfin, certains ont dit que s'il y avait un drinking game où à chaque fois que le mot AI était prononcé, tout le monde finirait très très vite bourré. Bon voilà, c'était pas l'info du siècle, mais c'est toujours marrant de voir que certes, il n'y a plus de M&M's ni d'agrafeuses chez Google, mais au moins les salariés, ils n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Bon, on va quitter cette page assez légère pour se recentrer sur le développement et je vous redirige vers deux hackathons, sachant que les deux sont autour des solutions de back-end as a service. Le premier est avec Apwrite où vous avez jusqu'au 14 juin pour inventer un projet qui est nécessairement livré en open source, mais pour le reste, c'est créativité illimitée. Et pour le vainqueur, il y a 5000$ à gagner. Et l'autre hackathon, il est plus spécifique car elle ne concerne que Flutter et la solution Supabase. Alors pour le coup, la deadline elle est bien plus proche parce que ça se termine ce vendredi. Et là aussi, par contre, en termes de sujet, c'est tout à fait open bar, à condition, comme je vous l'ai dit, d'utiliser Flutter et Supabase. Alors si toutefois l'un de ces hackathons vous intéresse, vous connaissez mon petit refrain, les liens ils sont bien sûr dans la description. On change à nouveau de sujet pour s'intéresser à deux statistiques, et la première elle est donnée par Bitkom, qui est une association regroupant les industriels allemands autour des technologies et des communications. Et en prenant mon meilleur Google Translate, on y apprend qu'en moyenne, les utilisateurs de smartphones, ils ont 39 applications installées, mais en réalité, ce nombre, il est corrélé à l'âge, car sur la tranche des moins de 30 ans, la moyenne, elle est de 42 applications, alors qu'elle tombe à seulement 19 sur les 65 ans et plus.
Et l'autre statistique, elle nous vient cette fois-ci d'AppFigures qui récolte les données des App Store. Et pour remettre le chiffre dans son contexte, depuis début mars, il y a beaucoup plus de paliers qui sont disponibles sur l'App Store pour justement les paiements, sachant que le minimum, il est désormais à 29 centimes. Et AppFigures a voulu analyser le nombre de jeux et d'applications qui sont justement en dessous des 99 centimes, et en l'occurrence, c'est loin d'être un raz-de-marée, car 77 sont désormais vendus à 29 centimes et 97 à 49 centimes, et d'une manière générale, ça ne représente que 0,28% de toutes les applications payantes, sachant que si on prend tout l'App Store, eh bien les applications payantes dans leur globalité, elles représentent 5% environ, autant vous dire qu'on se parle vraiment de pas grand-chose. Allez voilà, c'était un début tranquille de Dev Café, et on va quand même accélérer un tout petit peu avec les actus en bref. Et voilà qui risque de faire grand bruit car Asus vient de sortir sa première console de jeu. En effet, dans un commentaire d'une vidéo YouTube, on peut y lire qu'un représentant presse de la marque note que l'achat de tests positifs est légal. Chose qui bien sûr ne l'est pas, faites donc bien attention à 2 fois avant de regarder des vidéos autour de la marque. Pour ce qui est de la marque Oppo, il n'est même plus question de sortir des produits car l'entreprise chinoise a décidé de quitter l'Allemagne suite à la fin du contrat de licence pour les brevets de Nokia. Une situation similaire devrait se produire en France. Ensuite, au Canada, un film sur les célèbres téléphones BlackBerry vient de sortir en salle et retrace la naissance en passant par les moments de gloire des téléphones à clavier. Mais sa descente aux enfers suite à la sortie de l'iPhone est aussi évoquée et malheureusement aucune distribution en dehors du Canada n'est prévue pour le moment pour ce film. Et rapidement, Ara Goland de Bob Lee, qui était le cofondateur de Cash App et avait participé au développement d'Android, avait été poignardé début avril à San Francisco. Mais au plus l'enquête avance, au plus l'histoire semble complexe. Car Bob Lee aurait fréquenté une ex du meurtrier et même sa sœur, bref, une histoire à la Dallas. Et enfin, on se plaint souvent que les réseaux sociaux sont à la traîne pour la modération des contenus, mais avant de se plaindre, il faut avant tout montrer l'exemple et un jeu qui se lance depuis un navigateur mobile vous place devant des situations plus ou moins difficiles. Le lien est dans la description si vous voulez essayer. On reprend, et si vous faites du Flutter après la mauvaise nouvelle d'hier sur la bibliothèque Hive, eh bien je suis désolé, mais j'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Et en effet, dans la nouvelle version qui a été publiée la semaine dernière, à savoir la 3.10, le moteur de rendu Impeller est maintenant utilisé par défaut sur iOS. Et l'idée c'est que jusqu'à présent c'était Skia, mais il avait certaines lenteurs sur les animations au démarrage. Et après plusieurs mois d'essai, Impeller semblait prêt, et bien sauf que non. Car un bug est visible depuis la 3.10 sur les iPhones et les iPads lorsque vous affichez des pop-up, et je vous montre ici justement 2 exemples où le problème est assez flagrant. Alors on voit aussi que Tim Smith, qui est le monsieur Flutter, dira en commentaire qu'un fixe sera déployé très rapidement. Alors généralement ça a lieu en fin de semaine, donc ma recommandation c'est surtout d'attendre. D'ailleurs, si vous avez rencontré d'autres bugs sur la 3.10, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour jauger si c'est finalement le même désastre que la 3.3, où il avait fallu même plusieurs versions avant que ce soit à peu près acceptable et utilisable. Ensuite, place à notre sujet récurrent, à savoir les stores et les pratiques plus que douteuses d'Apple et de Google. Et en l'occurrence ici, il s'agit de Google en Inde. Alors je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais Google a été condamné il y a quelques mois à autoriser les solutions de paiement tierces, un peu comme ce qui va d'ailleurs se produire en Europe. Mais à l'époque, je vous avais dit que Google se foutait quand même pas mal des développeurs, car au lieu de pratiquer des commissions de 30 ou de 15%, elles sont à la place de 11 et 26%, alors que Google, il ne fait absolument rien, si ce n'est encaisser l'argent. Et au mois d'avril, le groupe Match et plusieurs startups indiennes avaient demandé à l'organisme chargé de la concurrence d'enquêter sur cette pratique plus que limite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on apprend que l'autorité de la concurrence indienne a bien ouvert une enquête, car il y a bien des soupçons de non-respect des directives antitrust. Comme quoi, l'amende de 113 millions de dollars n'a clairement pas suffi à Google. Alors malheureusement, avant que la situation elle ne bouge à nouveau, il va tout de même se passer probablement quelques temps, car Google a maintenant 4 semaines pour répondre à l'accusation, et ensuite les commissaires y devront analyser la situation. Bref, comme j'aime à vous le dire, la suite, ce sera peut-être pour dans quelques mois. Et pour finir, comme je vous l'ai indiqué en intro, on va évoquer le marché de l'emploi, et d'ailleurs je vous ai déjà partagé plusieurs études à ce sujet, mais celle-ci a pour particularité d'être réalisée par Talent.io, qui s'est focalisé sur 3 marchés, à savoir l'Allemagne, les Pays-Bas, mais surtout la France. Et vu qu'il y a pas mal de chiffres, je vais essayer de vous résumer les principales infos à en retenir sur le marché français. Déjà, je sais que c'est pas le premier chiffre que vous attendez à ce que je vous dévoile, mais il montre les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, le graphique est assez bizarre au premier abord, mais je vais essayer de vous décrypter tout ça, car sur la gauche, ça montre que par exemple, il y a 38% de femmes qui sont data analystes, là où chez les développeurs iOS, on est uniquement vers les 5%. Et côté écart de salaire sur la droite, entre les hommes et les femmes, eh bien c'est chez les développeurs front-end où la différence de salaire elle est la plus grande, avec une quinzaine de pourcents. Ensuite, on va regarder les salaires médians, et attention, pas les salaires moyens.
Alors ici, vu qu'il y a plein de chiffres dans les tableaux, je vais uniquement faire très simple et vous donner le chiffre parisien et pour les juniors. Alors pour ce qui est des développeurs full stack, on commence à 45K, et si on découpe, ceux qui font du back-end uniquement, ils sont à 44K, là où ceux qui font du front-end uniquement, ils sont à 42K, donc au final, il y a une prime au back-end. Alors pour ce qui est des développeurs mobiles ensuite, c'est similaire au front-end avec 42K en entrée, et enfin pour les software architectes qui ne sont plus juniors, et bien leur salaire, il commence à 73K. Mais si on regarde plus précisément les tendances par métier, il faut retenir que pour ceux qui font du back-end uniquement, les écarts de salaire s'accentuent entre les parisiens et les non-parisiens en fonction de l'expérience. Par exemple, pour ceux qui font du front-end, la différence entre Paris et la province est de 10%, et si vous faites du full stack, l'écart s'élève environ à 18% entre les deux catégories. Ensuite, pour ceux qui font du mobile, les premières années, elles sont marquées par une différence de 12%, mais ça s'accroît jusqu'à 38% avec une expérience supérieure à 10 ans. Et d'ailleurs, d'une manière générale, quel métier que ce soit, vous voyez que le salaire médian à Paris, il est de 58K contre 50K en dehors. Mais attention, si on dézoome, eh bien on est bien loin derrière les Pays-Bas et l'Allemagne qui, eux, sont aux alentours des 70K. Et pour terminer ce tour d'horizon, les technologies front les plus demandées sont le React suivi d'Angular 2 et de Vue.js, et pour ce qui est du back-end, c'est plutôt Node.js suivi de Spring et de Django, en tout cas pour ce qui concerne la France. Voilà ce qu'il en est donc pour les chiffres bruts, et par rapport à l'étude de l'année dernière, le salaire médian, globalement, il a quasiment pas bougé. En revanche, l'écart il s'amenuit entre les salaires en remote et ceux dans les grandes villes. Et d'une manière générale, si vous voulez avoir accès à cette étude dans sa globalité, eh bien je vous ai mis le lien dans la description. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les chiffres que je vous ai évoqués ils sont proches de votre situation, ou alors est-ce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et voilà, c'était tout pour ce numéro 198, j'espère qu'il vous aura permis d'apprendre plein de petites choses et qui vous seront bien utiles pour votre journée. Et si vous mourrez d'impatience à l'idée d'avoir l'épisode de demain, eh bien je vous ferai patienter ce midi avec le live d'Alexandre de chez BAM, et surtout n'hésitez pas à activer la cloche pour être bien notifié du début. Allez, il est temps de tout remballer pour ce Dev Café, je vous souhaite en tout cas une très belle journée et je vous dis à très vite.